Donc, je cède la parole à François Gemène. A-t-il encore besoin de le présenter? Mais malgré tout, j'en dirai juste un mot. François Gemène est donc politologue. Je ne parlerai pas de ses rattachements institutionnels qui sont présentés ici, mais juste rappeler que François Gemène est spécialiste des migrations environnementales et climatiques, et notamment des politiques d'adaptation au réchauffement climatique, et co-auteur du 6e rapport du GIEC. François Gemène, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et à chacun. D'abord, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites de me permettre de dire quelques mots en ouverture de ce colloque qui touche à un sujet qui me paraît aujourd'hui extraordinairement important et qui personnellement me travaille à peu près chaque jour. Comme chercheur ayant choisi une certaine forme d'engagement dans le débat public, les thèmes qui seront évoqués aujourd'hui correspondent aussi à des questions que je me pose personnellement chaque jour sur le que dire, comment s'afficher, jusqu'où aller. Et ce sont des sujets qui me paraissent absolument essentiels. Et donc c'est vraiment un grand honneur que vous me faites, un peu intimidant, je dois le dire, de prononcer quelques mots en ouverture de cette journée. Je ne suis pas du tout chercheur en éthique, ni en communication et information. Et donc les propos que je veux vous présenter ce matin ne sont pas des résultats de recherche, mais simplement une expérience et des réflexions personnelles, parfois nourries d'anecdotes et vraiment sans la moindre prétention de donner des conseils à qui que ce soit, ni de dire comment il faudrait faire, comment il faudrait parler, comment il faudrait s'engager. Ce que je veux surtout, c'est essayer d'illustrer quelques écueils que j'ai personnellement rencontrés et la manière dont j'ai essayé de les dépasser, en espérant que ces réflexions qui sont issues de mon expérience personnelle pourront nourrir les débats et peut-être nourrir la réflexion que nous aurons collectivement. Alors, j'ai beau travailler notamment sur les impacts du changement climatique, je considère pourtant que la désinformation aujourd'hui est la principale menace qui guette nos sociétés et qu'il s'agit d'une menace qui est certainement bien plus grave encore que celle du changement climatique. Et disant cela, je ne cherche en rien à relativiser la gravité ni l'urgence du changement climatique, mais simplement à pointer le fait que cette désinformation qui entraîne aujourd'hui à la fois une polarisation de plus en plus grande de nos sociétés et hélas également la montée des populismes et des fascismes, cette désinformation nous empêche d'avoir un socle commun. Et si nous n'avons pas ce socle commun, alors il devient impossible de traiter ensemble des autres problèmes et des autres menaces sur la société, à commencer par celle du changement climatique, mais je pourrais en égrener beaucoup d'autres qui dépassent mon domaine de recherche. Je crois véritablement que si nous n'avons plus un socle d'information commun à partir duquel débattre, échanger et construire une certaine forme, sinon de consensus, au moins de compromis, si nous n'avons plus ce socle commun, il n'y a plus de débat possible en démocratie, simplement parce que nous vivons alors chacune et chacun dans une réalité différente des autres. On sait, hélas, l'effet orwellien de la post-vérité qui consiste à ce que chacun considère sa propre opinion, sa propre perception des choses comme une forme de vérité universelle et qui dès lors ne laisse plus aucune place au point de vue de l'autre, dès lors qu'on est convaincu que son opinion et sa perception est la seule vérité universelle qui soit audible. Et dans ce cadre-là, la démocratie devient facilement un champ de bataille entre camps retranchés. Je suis très frappé, par exemple, de cette statistique aux États-Unis qui indique qu'il y a 20 ans de cela, au début des années 2000, seuls 4% des parents américains voyaient une objection à ce que leur enfant épouse
quelqu'un qui votait pour le camp opposé. Seuls 4% des parents qui se déclaraient démocrates ou républicains voyaient une objection à ce que leur enfant épouse un électeur du camp adverse. Ils sont aujourd'hui 52%. Plus de la moitié des parents américains voient une objection à ce que leur enfant épouse un électeur ou une électrice du camp adverse au leur. Et dans ces conditions, il n'est plus possible de traiter ensemble des problèmes que nous avons en commun. Et donc, on va les traiter un camp contre l'autre, en espérant évidemment que son camp triomphe. Et je crois, hélas, que par rapport à toute une série de menaces globales, si nous ne luttons pas efficacement contre cette désinformation, contre cette post-vérité, alors, hélas, il n'y a pas d'issue possible. Et je ne vais pas ici m'aventurer à expliquer les causes de cette montée de la désinformation ou de la post-vérité. Je ne suis pas du tout chercheur qui travaille sur ces questions. C'est quelque chose que j'observe en tant que citoyen avec inquiétude. On pourrait pointer évidemment l'effet des réseaux sociaux, des bulles de confirmation, la montée du complotisme dans la société. Et il faut surtout, je crois, pointer, au-delà de tout cela, le rôle absolument délétère des politiques, hélas, trop nombreux et de tous bords, qui vont instrumentaliser précisément cette désinformation et qui vont aujourd'hui nier le rapport au réel dans une démarche typiquement orwellienne. Et M. Trump est évidemment l'archétype de cela, mais nous aurions tort, je crois, de croire que ce phénomène soit typiquement américain, et on voit bien à quel point les attitudes de très nombreux représentants politiques, en Europe également, s'inspirent tout à fait de cette démagogie et cherchent à l'instrumentaliser. Et donc, dans ce cadre, je crois qu'il y a 3 éléments qui constituent le socle d'information commun du débat public. Je pense qu'il y a la science, l'information et le droit. Et en tant que chercheurs, nous sommes en quelque sorte les responsables du pilier scientifique de ce socle commun. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur l'information et les médias, peut-être un peu moins à dire sur la question de la justice et du droit, même si parfois son application à géométrie variable, effectivement, donne à penser que c'est aussi un pilier qui s'effrite. Mais on voit bien à quel point le pilier scientifique est attaqué de toutes parts. Et vous avez rappelé, chers collègues, certains des coups de butoir qui sont en ce moment assénés effectivement à ce pilier scientifique du socle commun. Et dans ce cadre, il faut, je crois, que nous résolvions en tant que chercheurs une forme de dilemme qui est de savoir comment nous engager dans le débat public, comment parler, quel est notre rôle au fond dans la société, sans verser dans une sorte de plaidoyer pro-domo qui pourra paraître comme volontiers corporatiste. Et donc, la question qui structure mon intervention ce matin consiste à se demander comment intervenir utilement dans le débat public et quel rôle la science que nous représentons d'une certaine manière, même si c'est évidemment sans prétention aucune, comment cela peut-il nourrir le débat public? Et donc intervenir, mais comment? Et je voudrais identifier ici trois biais, 3 écueils, je crois qu'il s'agit de surmonter. Le premier est
un écueil politique qui consisterait à ne plus parler qu'à un camp et non plus à l'ensemble de la société. Le second est un écueil médiatique qui consisterait à parler en tant qu'expert et non plus en tant que chercheur. Et le troisième, enfin, est un écueil militant qui consisterait à placer son point de vue et ses préférences personnelles avant la science elle-même. Et je voudrais détailler à travers des anecdotes et des expériences personnelles la manière dont je pense que nous sommes guettés par ces écueils et la manière dont, j'espère, nous pouvons les contourner ou les éviter. Le premier est donc l'écueil politique. Lorsqu'on va s'engager dans le débat public, on va forcément tenir un propos de nature politique. On va donner son avis sur telle ou telle évolution de la société et on va essayer autant que possible d'éclairer la décision publique, d'éclairer les choix collectifs par des résultats scientifiques. Et c'est une tâche parfois herculéenne que de vouloir essayer d'apporter un peu de rationalité dans une discussion qui, par nature, devient parfois strictement idéologique et est complètement détachée du réel. Mais donc, comment intervenir face à des choix collectifs qui reposent sans doute davantage aujourd'hui sur des questions idéologiques que sur une forme de rationalité scientifique. On sera toujours, évidemment, dès lors qu'on intervient dans le débat public, accusé d'être biaisé, accusé de ne pas être neutre. Or, ce qui constitue, aux yeux de beaucoup dans l'opinion, une certaine forme de légitimité de la science à intervenir dans le débat public, c'est sa supposée neutralité. Toute une série de travaux, ceux de Bruno Latour, ceux d'Isabelle Stengers, ont pourtant montré à quel point le chercheur ne pouvait pas prétendre à la neutralité et à quel point la science, même dans les sciences dites exactes, était un produit humain qui était soumis à certains biais personnels, ne serait-ce que dans le choix des thèmes de recherche que nous allons aborder chacune et chacun. Et donc j'ai tendance à considérer que autant il faut assumer le fait de ne pas être neutre, de ne pas pouvoir l'être et certainement pas de le revendiquer, autant je pense qu'il est important de se tenir à une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Et donc autant je crois qu'il n'est pas possible, jamais possible d'être parfaitement neutre, autant je pense qu'il est possible au contraire d'être honnête. Et je crois que cette différence me paraît importante dans l'engagement dans le débat public, qui consiste à quand même toujours rappeler les faits et l'évidence, même s'ils peuvent apparaître comme contraires aux intérêts du camp politique dans lesquels nous nous situons personnellement en tant que citoyens, en tant que citoyennes, ou auxquels nous sommes assimilés. Et évidemment, c'est une grande difficulté parce que dès lors qu'on va prendre la parole sur des sujets de débat public, nous allons être volontiers assignés à un camp. On va considérer que tel chercheur est de gauche, que tel chercheur est de droite, que tel chercheur est proche des écologistes, tel chercheur proche des républicains. Est-ce qu'il est proche, ou elle, proche des écologistes ou des républicains en tant que chercheur ou en tant que citoyen? Et la question, c'est évidemment où place-t-on la ligne? Parce que nous votons aussi toutes et tous en tant que citoyens, et c'est forcément quelque chose qui, que nous le voulions ou non, va d'une certaine manière se ressentir dans la manière dont nous intervenons dans le débat public. Et c'est là où, personnellement, il m'a paru important, étant un peu visible dans le débat public sur ces questions,
au moment où la société devait poser un choix collectif important, c'est-à-dire au moment de l'élection présidentielle, de dire clairement quel candidat, quel programme me semblait être le plus en adéquation avec les travaux de recherche que j'avais menés et avec la direction qui me semblait la plus adéquate pour l'orientation de la société. De la même manière que la presse anglo-saxonne a volontiers tendance, au moment de chaque élection importante, à publier un éditorial en disant « Nous avons examiné les programmes des différents candidats et voilà celui qui nous semble le plus à même de guider le pays pour les 4 ou 5 prochaines années », c'est la démarche dans laquelle je me suis engagé. Donc j'ai accepté d'exprimer lors des 2 dernières élections présidentielles un soutien à un candidat, respectivement Benoît Hamon en 2017 et Yannick Jadot en 2022. Mais dès lors que j'exprimais ce soutien public à un candidat, je m'astreignais également à ne plus prendre la parole publiquement en tant que chercheur. Et donc pendant la campagne électorale, il me semblait important, en tout cas c'est la ligne que je m'étais fixée, pour ne pas précisément créer une forme de confusion dans l'esprit du public. Parle-t-il en tant que chercheur ou parle-t-il en tant que soutien de ce candidat, de ne plus prendre la parole en public. Beaucoup de chercheurs feront un choix contraire, et j'entends que ce choix puisse tout à fait être débattu, et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Et beaucoup de chercheurs font le choix au contraire de se tenir à l'écart des campagnes électorales et de ne pas afficher de préférence pour tel ou tel candidat, pour tel ou tel programme. Le risque, alors, est évidemment qu'on subodore une sorte d'influence en sous-main, voire, pire encore, qu'on imagine que le chercheur qui exprimerait une préférence politique au moment des campagnes le fait par intérêt, parce qu'il recherche un poste politique. Et ici, je dois dire que j'ai été aidé d'une certaine manière par ma nationalité belge, qui donc ne me donne pas le droit de vote aux élections, et encore moins celui de prétendre à un poste de nature politique. Et donc il était évidemment facile pour moi d'exprimer une préférence politique en exprimant que je n'avais de toute façon aucun intérêt personnel à le faire, puisque je ne pouvais de toute façon prétendre à aucun poste. Et donc curieusement, je devais être un des rares soutiens des candidats à ne pas avoir voté pour eux, puisque je n'avais pas cette possibilité. Mais c'est une position qui est toujours difficile à tenir parce qu'elle se heurte à de très vives critiques. Je me souviens que quand j'ai accepté de prendre position pour Yannick Jadot dans l'élection présidentielle, je me souviens curieusement avoir reçu de très nombreux messages hostiles de militants écologistes. Du type « Oh, on vous aimait bien avant, mais pourquoi est-ce que vous allez soutenir Yannick Jadot ?» Et donc, on se rend compte ici de la situation ubuesque où je recevais des messages hostiles des militants d'un parti dont je soutenais pourtant le candidat officiel désigné lors d'une élection primaire. Parce que, évidemment, le candidat désigné à l'élection primaire n'était pas forcément celui qui avait les faveurs de tous les militants du parti. Et donc, curieusement, j'ai presque eu l'impression que cet engagement pour un candidat était moins bien perçu à gauche qu'il ne l'était à droite. Ce qui explique peut-être aussi le score assez remarquable de Yannick Jadot à l'élection présidentielle. Et donc, je dirais que le premier écueil auquel nous devons faire face, c'est comment nous engager dans les débats publics, comment tenir un propos qui sera forcément politique dans sa nature, sans pour autant apparaître comme partisan, comme la voix d'un camp qui ne parlerait plus qu'à un camp et plus à l'ensemble de la société. Et ça, je crois que c'est une sorte de ligne de crête à tenir et chacun pourra avoir un choix différent par rapport à cela. Certains feront le choix précisément de s'abstenir
d'intervenir dans le débat public au moment où la société fait un choix collectif. Ce n'est pas le choix que j'ai fait, mais évidemment, chacun implique certaines conséquences dans la manière dont on va s'adresser ensuite à la société dans son ensemble. Le deuxième écueil que nous devons affronter, il est de nature médiatique. Comment intervenir? Nous allons le faire évidemment largement à travers les médias. Alors bien entendu, nos universités, le CNRS ont parfois développé un peu leurs propres médias ou leur chaîne YouTube ou leur podcast, mais force est de constater que l'impact de ces médias reste malgré tout assez faible au regard des médias de masse et en particulier au regard de la télévision. Et même si, bien entendu, la télévision est de moins en moins regardée par un public de plus en plus vieillissant, je pense qu'elle constitue néanmoins l'élément structurant du cadrage du débat public et du débat politique en France, ne serait-ce que parce que les différentes séquences de la télévision vont être reprises ensuite sur les réseaux sociaux, et ne serait-ce que parce que c'est souvent la télévision qui pose les questions du débat public, qui pose les grands thèmes. La difficulté, lorsqu'on s'exprime dans les médias, est de parler en tant que chercheur, alors que les médias attendent une parole d'expert. Et pour moi, ce sont deux choses absolument différentes. Le propre de la démarche du chercheur, c'est avant tout une démarche de doute, de questionnement, et donc de ce fait de nuance. Le propre, à l'inverse de la parole d'un expert, c'est d'asséner avec assurance ce qu'il tient ou ce qu'elle tient pour des certitudes. Je dirais même que ce sont deux démarches qui me semblent assez antinomiques l'une de l'autre. Or, les médias ne veulent pas de chercheurs, ils veulent des experts. Et très régulièrement, que ce soit dans la presse écrite ou audiovisuelle, lorsque nous intervenons, nous sommes présentés comme spécialistes de ou experts en. Et ici, il me paraît vraiment fondamental, même si je sais qu'on a rarement le contrôle sur la manière dont on est présenté et qu'on le découvre souvent après coup, il me paraît vraiment important d'insister sur le fait que nous intervenons en tant que chercheurs et voire même au risque d'apparaître comme corporatistes, dénoncer précisément nos affiliations et nos grades. Parce que, très clairement, dans l'esprit du public, un enseignant vacataire, c'est souvent la même chose qu'un professeur titulaire. Or, nous savons bien que ce n'est pas la même chose. Nous savons bien que le professeur titulaire n'est pas tenu aux mêmes obligations et à la même éthique que l'enseignant vacataire. Nous savons aussi qu'un chercheur titulaire n'est pas tenu à la même éthique ou aux mêmes obligations qu'un chercheur qui se dirait indépendant et qui va mener des recherches tout seul, sans organisme de recherche et sans publier ses travaux. Or, il y a pourtant dans les médias une certaine forme de relativisme absolu de l'expertise. J'ai souvenir d'un plateau télévisé où j'étais entre un militant de Greenpeace et un ingénieur de Total Energy et où nous étions tous les trois présentés comme experts sur le climat. Alors, il ne s'agit pas ici du tout de mettre en cause l'expertise que pouvait avoir le militant de Greenpeace ou l'ingénieur de Total Energy. Ingénieur qui est potentiellement, expertise qui est même potentiellement supérieure à la mienne, mais simplement d'insister sur le fait qu'en tant que chercheur, je ne parlais évidemment pas du même point de vue que le militant
ou l'ingénieur. Et ceci me paraît absolument essentiel si on veut préserver l'élément scientifique de ce socle commun en démocratie, c'est de spécifier le point de vue dont on parle. Et je pense que ce qui fait la richesse et le caractère unique de notre point de vue de chercheur, c'est que c'est un point de vue qui va rechercher avant tout l'intérêt général avant la défense d'intérêts particuliers. Et ce n'est pas du tout parce que nous connaîtrions davantage les choses ou parce que nous serions davantage experts. Je dis souvent que je considère sincèrement et sans aucune pointe d'ironie que le meilleur expert du changement climatique en France, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie. Je ne connais personne, y compris parmi mes collègues du GIEC, qui a le même niveau de connaissance et d'expertise extraordinairement fine de tous les rouages du système climatique et des enjeux énergétiques. Pour autant, bien entendu, lorsque Patrick Pouyanné va s'exprimer dans les médias, il va s'exprimer en premier lieu en tant que PDG de Total Énergie. Et de la même manière, je crois que nous sommes souvent pas suffisamment insistants à énoncer nos titres. Trop souvent, nous sommes présentés soit comme spécialistes ou comme experts, et je pense que c'est une faiblesse que nous avons, moi le premier, parce que je crains toujours d'être le type pénible qui va insister pour que soient énoncés précisément ces titres. Mais lorsqu'Emmanuel Macron intervient dans les médias, il n'a pas un bandeau en dessous de son nom qui dit « homme politique ». Et tout le monde trouverait absurde qu'Emmanuel Macron soit présenté comme homme politique. De la même manière, nous acceptons trop souvent d'être présentés juste comme chercheurs ou comme profs sans que nos titres apparaissent. Or, pourtant, je crois qu'il y a une vraie pédagogie à faire sur cela. Et cette pédagogie est importante précisément en soulignant qu'en tant que chercheurs, en tant que professeurs, nous sommes soumis à des règles éthiques particulières de préservation de l'intérêt général, que nos publications sont relues par nos pairs et donc obéissent à un code d'éthique de scientificité. Et ça, je crois, est un élément d'explication fondamentale auprès du public qui a volontiers tendance à considérer que n'importe quel texte qu'il va trouver sur Internet a la même valeur qu'un papier scientifique. Dans les médias apparaît aussi la question de savoir s'il est possible de parler au-delà de son domaine de recherche. Et ici, la difficulté, c'est que, bien entendu, lorsque nous allons être sollicités dans des émissions, nous allons parfois, évidemment, être amenés à devoir donner des points de vue qui dépassent notre strict domaine de recherche. Lorsque vous êtes invité dans une émission d'1 heure avec potentiellement d'autres intervenants, vous allez avoir des questions qui vont dépasser votre domaine de recherche. Et ici, je crois qu'il est important, à mon sens, de souligner que le chercheur va malgré tout apporter une perspective particulière. Qu'il est important de signaler que potentiellement les points de vue que nous allons défendre ne sont pas nourris par nos travaux scientifiques, mais je crois néanmoins qu'en tant que chercheur, nous avons une perspective intéressante à apporter dans le débat public, précisément parce que nous allons avoir ce souci de l'intérêt général. Reste une dernière question, qui est celle des médias dans lesquels il faut aller. Faut-il aller partout? Et j'avoue ici que je suis frappé de la naïveté que j'ai eue longtemps d'imaginer que les médias vous interrogeaient pour, entre guillemets, la qualité de vos travaux ou pour le point de vue que vous apportiez. En réalité, les médias vous interrogent parce qu'ils savent ce que vous allez dire et qu'ils vont chercher, hélas, à conforter la ligne politique de leurs médias. Il y a aujourd'hui de plus en plus de médias orientés politiquement qui vont parler en particulier à une partie de la population. Et j'ai été très marqué par une expérience que j'ai faite lorsque j'ai critiqué
les militants pour le climat qui jetaient de la soupe sur des tableaux dans des musées et que j'ai estimé que c'était une stratégie qui me paraissait assez contre-productive et inefficace. Et dès l'instant où j'ai dit ce point de vue, j'ai cessé d'être invité dans toute une série de médias, notamment de médias de gauche, et par contre j'ai commencé à être invité dans des médias de droite. C'est à la suite de cette intervention que j'étais pour la première fois interrogé par Le Figaro et que j'ai complètement cessé d'être interrogé par Mediapart. Mediapart m'interrogeait à peu près toutes les semaines jusqu'à ce que je fasse ces déclarations. Et depuis, je n'ai plus jamais eu le moindre contact avec aucun journaliste de Mediapart. Et à l'inverse, j'en ai désormais avec des journalistes du Figaro. Ce sont pourtant deux médias honorables, mais on voit bien à quel point nous allons être sollicités par les médias, avant tout parce que ces médias vont chercher dans votre parole une parole qui va conforter le narratif qu'ils entendent imposer dans le débat public. Et c'est là où, évidemment, il faut en être conscient. Et c'est la raison aussi pour laquelle je refuse absolument d'aller dans des médias de propagande qui ne seraient plus des médias d'information. À l'extrême droite, évidemment, comme CNews en particulier, mais aussi à l'extrême gauche, comme Blast. Or, souvent, je crois que nous avons parfois une sorte de géométrie variable et que nous n'allons pas volontiers dans des médias de propagande de droite ou d'extrême droite parce que souvent ils ne correspondent pas à nos préférences politiques, mais nous avons parfois volontiers tendance à accepter d'aller dans des médias de propagande à gauche parce qu'ils sont plus en adéquation avec nos préférences politiques, et je crois que c'est un biais dont il faut se prémunir. Je termine avec le troisième biais, qui est peut-être le plus délicat et l'écueil le plus délicat à éviter, qui est l'écueil militant. Jusqu'où peut-on aller et où va-t-on placer la barre entre le scientifique et le militant? Et aujourd'hui, on voit bien la tendance de plus en plus marquée de certains collègues à s'afficher dans le débat public avant tout en tant que militant. En tant que militant pour le climat, engagé dans des actions de désobéissance civile, en tant que militant aussi d'extrême droite, et sans citer de nom, nous connaissons tous certains chercheurs du CNRS notamment, qui vont s'afficher avant tout en tant que militants d'extrême droite. Je crains hélas que si l'on ne fixe pas une sorte de ligne assez claire entre ce qui est un propos scientifique et ce qui est un propos militant, parfois en usant et en abusant d'un argument d'autorité, je suis scientifique, donc par nature, je sais mieux, on ne brouille les cartes dans l'esprit du public et on ne donne l'impression que la science elle-même est devenue idéologisée et donc ne peut plus être crue et que donc il y a une rupture du rapport de confiance entre le public et la science. Et ça, à mon avis, c'est une ligne que chacun placera où il le veut en fonction de son éthique personnelle, mais soyons bien conscients du risque qu'il y a, je crois, à ce que la science apparaisse aux yeux du public comme militante et donc à ce qu'elle ne puisse plus être crue et structurer le débat public. Voilà, et je m'arrête ici. Pardon d'avoir été un peu long, mais j'espère que ces quelques réflexions pourront nourrir les vôtres. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette intervention qui, je pense, je l'avais évoqué en début de journée, permettra à la fois des échanges, des discussions peut-être contradictoires, hein, mais nous avons en fait un peu de temps, bon, on va exploser un petit peu les horaires, mais peu de temps pour engager un débat avec la salle. Si vous avez, je vous demanderai juste des interventions ou des questions plutôt courtes, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Et c'est les personnes qui sont en ligne, si vous avez des questions, on vous demandera de les écrire. Mais on a peu de temps. Voilà. Avec juste raison, vous avancez le fait que c'est important de savoir d'où vous parlez en tant qu'expert, en tant que chercheur. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est les liens d'intérêt que vous avez. Je sais qu'en médecine, par exemple, quand on a une conférence,
on dit toujours, je travaille pour, j'ai reçu de l'argent de tel et tel endroit, et ça se fait pas. Donc, il n'est pas habituel. Par exemple, moi, je pourrais vous dire, je suis professeur de biochimie, donc vous saurez que je travaille dans les sciences dures, je suis référent intégrité scientifique, donc, etc. Et donc, ça ne se fait pas, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que professeur, bon, expert, chercheur, les gens, personne ne connaît la différence entre un chercheur au CNRS, un professeur, etc. Et donc, déclarer par contre ce qu'on fait et là où on est, par exemple, je suis militant dans tel parti, c'est assez important. Merci. Raja Chatila, je suis professeur émérite à Sorbonne Université et chercheur en intelligence artificielle. Alors, justement, ma question est la suivante. Moi, je suis invité sur des médias pour parler d'intelligence artificielle et évidemment de leurs effets, de l'effet de ces systèmes sur la société. Je ne suis pas sociologue. Donc, on va m'interpeller parce que je parle d'un domaine qui n'est pas le mien, le cas échéant. En plus, on va pouvoir m'interpeller parce que je dis que je suis chercheur à Sorbonne Université, mais Sorbonne Université, évidemment, n'approuve pas nécessairement, je n'ai pas demandé l'autorisation, et d'ailleurs, dans mes publications scientifiques non plus, n'approuve pas ce que je dis. Donc, la question, c'est celle de la manière dont on est présenté et compris comme représentant une institution, le CNRS, etc., et comme, parlant en dehors de son domaine, parce que subitement, j'ai parlé des effets sur la société que, bien sûr, je ne comprends pas, parce que je ne suis pas sociologue. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette question des conflits d'intérêts potentiels et la nécessité de dire potentiellement pour qui l'on travaille. La difficulté, c'est que ça se fait effectivement, je pense, de façon beaucoup plus commune dans les sciences exactes que dans les sciences humaines et sociales, sans doute aussi parce qu'il y a moins de contrats avec des entreprises privées dans les sciences humaines et sociales, même si ça peut tout à fait s'imaginer, et aussi parce qu'effectivement, on n'a souvent pas la place dans le débat médiatique pour l'exprimer, que les journalistes souvent ne vont pas y prêter attention. Et je crois, et ça rejoint aussi votre question et votre remarque, qu'il serait utile que nous fassions collectivement un effort d'explication, notamment pour expliquer aux gens comment fonctionne la recherche, comment fonctionne la revue par les pairs, pourquoi est-ce que des gens qui sont titulaires à l'université, ce n'est pas la même chose que des gens qui sont vacataires et qui ne sont pas choisis de la même manière, ni tenus aux mêmes obligations. Et bien sûr, le grand public n'a aucune idée de la différence entre tout ça, n'a aucune idée de la manière dont tout cela fonctionne, et je crois que ça serait utile de l'expliquer, notamment d'expliquer, c'est quelque chose qui est mal perçu aussi dans le grand public, qui est d'expliquer que lorsque nous parlons, nous ne représentons évidemment pas l'institution qui nous emploie, mais pourtant beaucoup ont tendance à l'imaginer, et on ne compte plus aujourd'hui, si vous parlez à des présidents d'université et à des doyens, le nombre d'emails qu'ils reçoivent de gens qui ont pu être heurtés par tel ou tel profo, de tel ou tel chercheur ou professeur, et de s'insurger en demandant parfois le renvoi de ce chercheur, de cet enseignant, parce qu'il a dit un propos qui était estimé comme dérangeant. L'autre question, c'est celle évidemment de notre capacité à devoir parler un peu au-delà de notre strict domaine de recherche. Et ça, je pense qu'il faut l'assumer. Vous disiez, vous n'êtes pas sociologue, et pourtant, vous allez être sollicité sur les implications de l'intelligence artificielle dans la société. De la même manière, tous mes collègues climatologues vont être sollicités par les médias pour savoir comment faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas strictement leur domaine de recherche, mais c'est évidemment la question qui intéresse la société. Je pense qu'il faut absolument éviter, même si je sais que ce n'est pas la tendance du moment, de nous restreindre à notre strict domaine de recherche. Et je pense que nous avons des choses à dire sur des sujets qui peuvent dépasser aussi un peu notre domaine de recherche, à condition évidemment d'expliquer le point de vue dont nous parlons, mais soyons certains que si nous n'investissons pas ces espaces médiatiques, ils seront investis par d'autres qui auront encore bien moins de légitimité que nous à s'exprimer sur ces questions.
Merci infiniment François Gemène. Nous allons donc faire une petite pause d'un quart d'heure et nous reprenons avec la table ronde suivante.